Bonsoir bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette rencontre avec Alizé, prix concours des lycéens. Donc un grand bravo à vous pour ce roman L'art de perdre, dans lequel vous nous emmenez à la rencontre d'une jeune femme d'aujourd'hui qui s'appelle donc Naïma et qui va remonter le fil et la mémoire de l'histoire familiale sur 3 générations, avec un grand-père qui a vécu et qui est parti d'Algérie à la fin de la guerre d'Algérie avec le mot de harki qui lui a été assigné, avec un père où ce fut compliqué, cette transmission de la mémoire, et puis cette 3e génération qui n'en a pas su grand-chose, mais voilà, qui a voulu, à 29 ans, autour de la trentaine en tous les cas, eh bien, d'aller affronter cette mémoire, de partir en Algérie. C'est un roman, c'est aussi un petit peu votre histoire que vous racontez ici. Mais je voudrais commencer par une question voilà, peut-être un peu plus anecdotique. Vous avez fait énormément de rencontres depuis la parution de ce livre, et notamment avec des lycéens, il y en a encore ici. Est-ce que les questions, puisque cette histoire, tout le monde n'a pas la même proximité avec l'Algérie, est-ce que vous trouvez que les questions sont très différentes entre ce que vous disent les adultes et ce que vous disent les lycéens? Puisque les questions d'identité, les questions de mémoire, les questions d'histoire, on ne l'envisage pas de la même manière suivant les âges et suivant ses parcours. Je ne trouve pas qu'il y ait une différence, si grande. La seule différence flagrante, notoire, mais alors je vais vraiment enfoncer devant vous une porte ouverte pour commencer cette rencontre, et c'est un peu fâcheux, mais c'est que évidemment aucun des lycéens que j'ai rencontrés ne peut me parler d'une expérience personnelle de la guerre d'Algérie, alors que parmi les lecteurs plus âgés, il y a énormément d'anciens appelés, de gens qui ont travaillé en Algérie pendant la coopération internationale, de gens dont les frères, les sœurs, etc. sont partis. Donc voilà, pour les lycéens, s'il y a cette expérience, elle est plus de la génération des grands-parents. Mais sinon, non, les questions sont les mêmes. En fait, un lecteur est un lecteur, et je ne pense pas que l'âge joue beaucoup. Alors c'est donc une histoire qui est en partie la vôtre que vous racontez ici, mais c'est un roman. Dites-nous comment vous avez négocié ça, négocié ce qui est de vos questionnements, négocié de ce qui est de votre vécu, et à quel moment finalement le roman a pris le dessus pour qu'il y ait votre imaginaire, le style, mais aussi peut-être d'autres questions que se posent Naïma et ceux qui l'ont précédé que les vôtres. À partir du moment où j'ai décidé que j'écrivais un roman, le roman avait pris le dessus, puisque j'aurais pu décider de pas l'écrire, j'aurais pu décider de faire une enquête personnelle, j'aurais pu décider par exemple d'aller aux archives d'Aix-en-Provence, d'essayer de retrouver le dossier sur mon grand-père, j'aurais pu m'acharner à essayer de faire parler ma famille qui ne parlait pas, mais j'ai décidé d'écrire un roman, j'ai décidé aussi de passer par les livres et les œuvres des autres, les réalisateurs de documentaires, les historiens, les sociologues qui avaient pu écrire sur la question. Et en fait, le fait de savoir très peu de choses, puisque l'histoire familiale ne m'avait absolument pas été transmise en entier, on parlait jamais du départ d'Algérie en 62, j'avais jamais entendu parler des camps de transit et de reclassement avant de me retrouver en résidence d'écriture à Manosque, donc en 2014. Et le fait, en fait, voilà, d'avoir hérité de beaucoup de silence, c'est finalement avéré être une chance, puisque je pouvais écrire dessus à partir de mes recherches et de mes envies de narration, sans avoir à me dire que je trahissais quelque chose que je savais être ou avoir été la vérité. Et donc il n'y a pas eu de négociation constante. À partir du moment où j'avais posé les jalons en me disant ok, donc je sais ça de l'histoire de la famille et ça peut me servir, c'est un peu comme ces points qu'on doit relier pour faire apparaître un dessin. Je me dis bon, voilà, il va falloir que je passe par ce point-là et par ce point-là, mais entre, je suis totalement libre de colorier ce que je veux. Voilà.
Vous avez dit que les silences étaient une chance, parce que ce n'étaient pas non plus les silences qui ont donné naissance à ce roman. Alors silence peut-être par rapport à votre histoire familiale, mais aussi silence dans la littérature. Les harkis ne sont pas des personnages que l'on a l'habitude de fréquenter dans les œuvres de fiction. Au-delà de ça, je vous dirais que ceux qu'on a appelés les indigènes, et qu'aujourd'hui on appelle de manière aussi vague et péjorative des immigrés, n'ont pas une place très importante dans la littérature française. La littérature, il ne faut pas se leurrer, est quand même un art bourgeois par excellence, et donc évidemment, elle a tenu à l'écart ces pauvres, ceux qui avaient une éducation. J'ai lu énormément de livres qui se passent au temps de l'Algérie française et de donc, ce qu'on appelait pudiquement les événements. Les indigènes, c'est des personnages d'arrière-plan comme les palmiers et les dunes. Non, c'est pas des gens qui ont c'est pas des gens à qui on a construit une épaisseur psychologique, qui ont une existence, et en même temps c'est représentatif de ce que pouvait être la vie là-bas, à de rares cas, à de rares exceptions près. Il n'y avait pas de réel vivre ensemble, ou alors ce réel vivre ensemble était juste un réel vivre ensemble de politesse et de sourire, mais pas de communion par la pensée et par la parole. Donc voilà, c'est vrai que c'est des personnages inexistants, et ce silence-là aussi, ça me plaisait de me dire que j'écrivais dessus et que peut-être je pouvais le recouvrir un peu. Alors sacré défi, hein, parce que dans tous les silences que vous venez d'évoquer, silence de la mémoire, silence de ces personnages, ou effacement de ces personnages au premier rôle des romans, est-ce qu'il a fallu écrire peut-être contre vos habitudes, contre tout ce que vous a enseigné la littérature que vous avez pu lire, et puis peut-être écrire précédemment? Mais, moi je me disais aussi, c'était étrange, j'ai réalisé en écrivant que j'avais moi-même des a priori qui pouvaient mener à une répétition de ce que je viens de dénoncer. Et je pense notamment, le titre « L'art de perdre », c'est un extrait, une citation d'un poème d'Elisabeth Bishop, qui apparaît dans la troisième partie, qui est récité par un jeune peintre graffeur algérien qui s'appelle Ifren, et que Naïma rencontre pendant son voyage. Et dans un premier temps, alors que je savais, alors que ce poème me hantait, que j'essayais d'écrire sur la perte d'un pays, et que je me disais mais il faudrait que j'écrive ce poème, puisque sinon je fais que le paraphraser et que tourner autour. Dans un premier temps, je me suis dit je peux pas mettre le poème d'une poétesse américaine dans la bouche d'un jeune Algérien, et personne va y croire. Et après je me dis mais ça s'appelle un préjugé raciste. Parce que pourquoi est-ce que Ifren n'aurait pas le droit d'avoir découvert les œuvres d'Elisabeth Bishop? Je suis à deux doigts des séries télévisées françaises qui condamnent ces personnages à n'être que des dealers ou des sportifs ou des rappeurs. Et donc j'ai fait une entreprise de réflexion sur moi-même et de flagellation aussi, parce que c'est toujours très détestable de se surprendre en flagrant délit de stéréotypes, et j'ai laissé le poème. Et donc oui, il y a plein de choses, il y a plein de questions qu'on se pose aussi. Par exemple, pendant que j'écrivais toute la première partie, je me disais... La première partie, c'est l'histoire d'Ali, oui. Autant où il vit en Algérie, où la guerre arrive. J'allais le préciser. Donc je me disais comment écrire sur un village kabyle en haut de la montagne dans les années 1930-40, sachant que les seules sources textuelles que j'ai, c'est celles qui viennent des rapports coloniaux, c'est celles des Français qu'on a envoyés en expédition, etc. Et donc même si j'essaye d'enlever le racisme patelin qui est en filigrane derrière tous ces textes sont quand même orientés. Donc peut-être que moi je suis en train de me laisser aussi, orienter par l'angle d'attaque de ces textes, comment j'écris sans avoir ce petit côté oh dis donc c'est merveilleux, regardez comment il faisait ceci, comment il faisait cela, c'est vraiment très exotique, nous sommes très émerveillés. Je me dis voilà comment j'écris sans ça, et en même
en même temps, je suis bien obligée de reconnaître que je vais écrire sur une culture qui est étrangère et donc qui peut avoir un côté fascinant, donc qui peut avoir cet attrait de l'exotisme, qui est aussi une des choses enfin, que la littérature française a beaucoup eu, être traversée par l'orientalisme, par cette passion pour le Moyen-Orient, pour la Chine, pour le Japon. Et donc voilà, comment on écrit sur ça, comment on essaye d'échapper aux stéréotypes, tout en reconnaissant qu'on écrit sur une altérité et que donc voilà, il y a un rapport différent. C'est encore plus compliqué que ce personnage d'Ali qui est dans un entre-deux, et la question c'est savoir comment est-ce que vous l'avez construit ce personnage. Donc il est dans un village de Kabylie, c'est un paysan pauvre comme les autres jusqu'au jour où il retrouve dans une rivière un pressoir qui va en faire un peu le pivot économique et le pivot sociétal de son village, va devenir voilà, celui que tout le monde va voir, tout le monde vient lui demander quelque chose. Arrive la guerre, il décide de ne pas choisir le FLN, n'ayant pas confiance, ne pensant pas que le FLN va lui apporter la sécurité. Il ne prend pas les armes non plus, et malgré lui se retrouve expulsé, se retrouve harki, et pour le FLN se retrouve le traître. Voilà, comment est-ce que vous avez construit ce personnage qui est un personnage entre deux par rapport aussi à tout ce que vous avez dit précédemment? En fait, je voulais parler je voulais parler de la manière dont certains mots, en fonctionnant comme des étiquettes, au lieu de désigner, au lieu de permettre de nommer des réalités, finalement les étouffent et les amputent. Et je voulais parler de la façon dont l'histoire écrite de manière rétrospective est souvent une fiction qui ne dit pas grand-chose de la réalité. Réalité est un mot vaste, et puis je voulais parler de ces choses que la littérature peut et que l'histoire ne peut pas faire, mais qui est que quand on lit un livre d'histoire sur la période de la colonisation de l'Algérie ou la guerre d'Algérie ou la Ve République en France, on a l'impression quand on lit le livre que toutes les figures de la politique, tous les hommes dont les noms sont convoqués ici, se sont rendus à tel événement, à telle négociation, en ayant une pleine conscience de ce qui était en train de se passer, et puis que pendant qu'ils étaient en train de discuter qui de l'indépendance de l'Algérie, qui des concessions économiques et militaires après l'indépendance, etc., etc., ces hommes n'avaient en tête qu'une seule chose: nous sommes en train d'écrire l'avenir du pays, il se joue là quelque chose d'important. Et moi je me disais aussi, si ça se trouve, pendant une de ces réunions, un de ces hommes a passé la réunion à se dire que ses chaussures lui faisaient atrocement mal aux pieds, et à répondre vaguement aux interlocuteurs qu'il avait en face, et à se demander s'il pouvait enlever discrètement sous la table ses chaussures, si personne n'allait le remarquer, si ce serait possible du coup de les remettre au moment où tout le monde allait se lever de table avant de se faire repérer. Est-ce qu'il devait pour ça laisser tomber son stylo sous la table et faire semblant de le ramasser? Enfin, toutes ces choses qui décalent et qui font qu'en fait, quand on aborde une situation au présent et par son corps, on ne peut pas être uniquement dans l'analyse, la compréhension et la justesse des enjeux politiques et intellectuels. Moi je pense que voilà, la littérature peut rappeler ça. Si vous avez lu L'Ordre du jour d'Éric Vuillard, donc qui vient de recevoir le prix Goncourt, il y a aussi ça, et c'est ce que Vuillard fait dans ses autres livres, dans Congo, qui est aussi une réunion politique internationale pour la création du Congo, la partition de l'Afrique entre les puissances européennes, et c'est toujours ce truc du décalage, quoi, on est en train d'écrire l'avenir du monde, mais tout le monde est enrhumé, mais un tel a mal à la tête, mais un tel n'est pas content parce qu'en fait il est en pleine crise d'insomnie, donc voilà, la littérature peut rappeler ça, que quand bien même on lirait quelque chose qui a l'air d'avoir été d'emblée gravé dans le marbre, on lit toujours des histoires d'hommes, et donc elles sont toujours extrêmement imparfaites. Et je voulais qu'Ali soit ça, mais pas seulement Ali, puisque
Ali, donc Ali va se retrouver donc étiqueté harki en ayant l'impression que ça n'est pas si simple que ça. Un peu en contrepartie, il y a le personnage de Youssef Tadjer, qui est ce jeune homme qui va lui rejoindre le FLN, mais dont le parcours n'est pas héroïque. Youssef, en fait, c'est un petit peu un jeune voyou, c'est le plus âgé de la bande de garçons du village. Et surtout, il appartient à la famille rivale du village, celle qui, avant Ali, a été un peu à la tête de ce village. Oui, parce qu'il y a cette idée aussi que parfois, ce qui s'apparente par la suite à des prises au choix d'un camp politique, et en fait de la rivalité beaucoup plus petite, et là en l'occurrence la rivalité des deux familles qui contrôlaient la Crète, donc les Amrouches, auxquels Youssef Tadjer est apparenté, et les Écarts, donc, qui sont les membres de la famille d'Ali, et les Amrouches ayant basculé pour le FLN de manière presque automatique, de manière pas réfléchie. Les Écarts se retrouvent pas forcément dans le camp pro-français, mais d'abord à critiquer le choix des Amrouches. Et donc Youssef Tadjer est quelqu'un qui va finir la guerre d'indépendance en héros, mais tout ce qu'on voit de lui dans la première partie, c'est que c'est tout le temps, c'est toujours un peu du business, c'est toujours du petit business de jeunes marlous que fait Youssef. Il n'y a pas personne n'est l'illustration vivante d'un principe moral ou politique. Tout le monde est somme de choses beaucoup plus petites, ténues, un peu sales, plus drôles aussi que être l'illustration d'un principe, et voilà. Et la première partie raconte énormément ça. Et puis éloigné aussi par rapport à là où se fait véritablement l'histoire, où elle se décide, parce que vous parliez du concours Éric Vuillard, à chaque fois, certes, il raconte à hauteur d'hommes, mais ce sont des hommes qui sont puissants, ce sont des hommes qui sont au pouvoir, ce qui n'est pas votre cas, Alice Zeniter. C'était aussi cela qui vous a intéressé dans la littérature, c'est-à-dire montrer comment cette histoire qui est en train de se faire, eux qui sont à la marge, ou a priori qui sont à la marge, vont la voir arriver, vont la découvrir et vont la vivre volontairement ou malgré eux. Alors oui, ça c'est quelque chose qui me... C'est quelque chose qui... C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelque temps. Je pense que ça avait commencé avec Sombre Dimanche, donc avec l'histoire de cette famille hongroise qui vivait dans une petite maison au bord des rails, un peu à l'écart de la ville, et dans Sombre Dimanche, c'est pareil, on voyait passer tout un siècle et le basculement de l'Empire à la Régence, puis à la démocratie socialiste, au socialisme du goulash, et puis aux démocraties occidentales capitalistes. Et en fait, les membres de la famille Mandy qui vivaient dans cette maison au bord des rails avaient l'impression d'être trop petits et trop éloignés pour que l'histoire les concerne. Comme si l'histoire était toujours une histoire de puissants, comme si l'histoire était toujours l'histoire d'une trentaine de politiciens qui délibéreraient à la tête du pays. Et en fait, d'une certaine manière, ils avaient et raison et tort. Ils avaient raison parce qu'au bout du compte, le changement des régimes n'allait rien changer au fait qu'ils étaient des pauvres et donc une portion tout à fait négligeable du pays, et que même quand un nouveau gouvernement arrivait en promettant la réalisation des rêves, c'était pas la réalisation de leurs rêves à eux, ils étaient en permanence des oubliés. Donc en ça, l'histoire ne les concernait pas, et ils avaient tort puisque l'histoire les concernait, puisqu'en fait elle s'incarnait dans 1000 fois autre chose qu'un gouvernement. Elle s'incarnait dans des manifestations, dans une oppression, des privations de liberté qui faisaient que les rues, marcher dans la rue devient un acte politique. Tous ces événements-là, ce sont l'histoire. Et ça, eux ne le comprenaient pas. Et donc, c'est vrai que je reprends cette même chose, sauf qu'au lieu de la maison au bord des rails, c'est une maison en haut de la montagne, donc qui est géographiquement difficile d'accès, parce qu'on est
On est en Algérie au début du siècle, très peu de personnes ont de voiture, il n'y a que les jeeps des militaires qui peuvent faire le trajet sans AANé, et donc le village est loin, quand bien même il est qu'à une trentaine de kilomètres de la grande ville, il est loin, il est presque inaccessible. C'est un village d'analphabètes aussi, ce qui veut dire que les gens ne lisent pas les journaux, les gens ne lisent pas les livres, les gens n'ont pas accès à une réflexion qui serait en train de se faire. Alors, c'est pas le cas de tous, puisque justement, Ali, lui, a accès à cette presse qui l'informe de loin ce qui est en train de se passer. Mais pas dans le village. Mais pas dans le village. Ali, il a accès à ça. Il doit se déplacer, voilà, Ali, il a accès à ça quand il va à Palestro. Mais il peut ramener ça au village. Oui. Oui, c'est pour ça aussi, ça fait partie de son statut de notable, c'est d'être celui qui sait. Mais malgré cette antenne d'information que constitue en fait l'association des anciens combattants de Palestro, où Ali reçoit et discute des nouvelles, le monde a une taille restreinte. Et moi, ça m'intéressait beaucoup de poser cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire parler d'indépendance, de pays, de nation, pour des gens dont le monde est extrêmement réduit géographiquement parce que tout est loin. Et que donc, évidemment, ils ne pensent jamais l'Algérie à l'échelle du pays entier. Pour ces gens, même la mer qui a une centaine de kilomètres est extrêmement loin. Donc on ne parle absolument pas du Sahara, donc des territoires du Sud, comme on les appelait à l'époque. Jamais ils pensent ne faire un pays, une nation avec le Sahara. Le Sahara n'existe pas. Le Sahara, c'est aussi lointain que les éléphants ou les Indiens d'Amérique. C'est pas possible. Donc voilà, d'essayer de replacer aussi ce débat politique naissant et cette incandescence des luttes dans les pensées d'hommes n'ayant pas du tout les mêmes outils politiques pour comprendre le monde que nous, on peut avoir aujourd'hui. Avec nos chaînes d'information en permanence, avec nos maps-mondes qui sont trouvables à chaque coin de rue, dans chaque salle de classe, etc. Les livres d'histoire qu'on peut trouver partout, c'est pas la même chose. Alors justement, est-ce que vous accepteriez de lire un extrait, et notamment celui où il s'apprête à partir d'Algérie, et vous le disiez, le monde est plus petit pour eux, et cet Algérien finalement découvre un nouveau paysage de son propre pays au moment de le quitter. Lorsque le bateau se met à vibrer de toute la puissance de ses moteurs, bourdonnement qui fait écumer la mer, au cas où il aurait tort, au cas où la France abandonnerait vraiment l'Algérie, impossible, Ali tente de fixer le paysage dans sa tête pour emporter de l'autre côté de la Méditerranée un souvenir précis. Mais qu'est-ce que c'est ce paysage? Ce n'est pas le sien, ce n'est pas la Kabylie, c'est la ville d'Alger, une succession de rues et de maisons sans souvenir qui soient attachées. Il voudrait regarder avec intensité, mais rien ne fait bloc, ni sens dans ce qu'il voit. Ce sont, pans de mur après pans de mur, des immeubles où vivent des gens qu'il ne connaît pas et qui ne lui sont rien, des rues dont il ignore les noms, et il sent qu'au moment même où il les voit, les images s'effacent de son cerveau. Il n'emporte rien. Il ne retient rien de ce paysage qu'il observe. Il commence même à croire qu'à force de fixer, il efface d'autres souvenirs. Comme si l'énergie qu'il mettait à ce dernier regard, mais pas le dernier, 6 mois maximum, provenait de la même source que celle nécessaire à la conservation des images anciennes. Et c'est peut-être des images de sa mère, peut-être des images du figuier, des images de l'Italie ou de l'un de ses mariages qui disparaissent, même pas effacés par Alger, mais effacés par rien. Le soleil aveuglant, un paysage qui paraît éclater et se diviser en morceaux. Le bateau recule lentement dans les eaux du port. Vient alors à Ali l'image étrange d'une corde attachée à l'arrière de l'énorme ferry et reliée à la côte. De sorte qu'au fur et à mesure que le bateau s'éloigne, c'est tout le pays qui est entraîné lentement mais inexorablement dans la mer. La cathédrale et la Casbah, la grande poste, le jardin des plantes, puis l'intérieur des terres qui se fait tracter à son tour et vient disparaître dans les vagues. Médéa, Bouira. Une embardée tire sur la corde un grand coup sec. Biskra et Gardaïa plongent à leur tour, puis Timimoun et le sable du désert qui s'écoule de la plaie ouverte par le ferry en partance. Tout le Sahara, grain par grain, disparaît dans la Méditerranée. Pour Hamid, ce sera différent. Ils n'en parleront jamais, mais dans la tête du petit garçon, la vision reste. Alger la Blanche,
éblouissante, prompte à réapparaître dès que l'on parle du pays, précise et lointaine à la fois, comme une maquette de ville présentée sous vitrine dans un musée. Les ruelles qui découpent les maisons en blocs, l'escalade de la colline par des bâtiments lépreux, les villas, Notre-Dame d'Afrique qui déguise Alger en Marseille. Ce sera cette image-là qui s'installera derrière les yeux de Hamid et ressurgira chaque fois que quelqu'un dira Algérie. Et c'est pour lui un phénomène étrange, car cette ville, il la voit pour la première fois au moment où le bateau s'en éloigne. Ce n'est pas elle qui devrait représenter le pays perdu, cette ville. Elle n'est pas perdue puisqu'elle n'a jamais été possédée. De cette manière dont les êtres humains peuvent posséder les villes par les heures de marche et par la faculté de remplacer mentalement chaque plaque de nom de rue par une scène qui s'y est déroulée. Pourtant, c'est elle qui l'emporte. Sans même le vouloir, Alger se glisse dans ses bagages. Pour Naïma, ce sera différent encore. Parce que pour elle, le bateau se prendra dans l'autre sens. Elle verra Marseille s'éloigner et Alger devenir proche. Elle pensera à son père, à son grand-père, elle pensera « Alger n'est pas si blanche », elle pensera « je vais pleurer mais les larmes ne viendront pas » et elle essaiera même de les forcer un peu en se disant « je voudrais que quelque chose se passe, même si c'est désagréable ou affecté, parce que j'arrive en Algérie et que je ne peux pas simplement me tenir là debout contre la balustrade ». Elle pensera que ça a été une erreur de faire le voyage seule, parce qu'elle aurait voulu partager ce moment avec quelqu'un. Elle pensera à Christophe. Elle se dira une fois de plus qu'il faut qu'elle arrête de le voir, parce qu'elle ne peut pas du tout l'imaginer sur ce bateau avec elle. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, peut-être qu'elle voudrait. Mais il est tellement évident qu'il ne fera jamais rien de tel que même son imagination ne parvient pas à contourner cet obstacle pour créer une scène qui l'enchanterait quelques secondes. Même dans son imagination, Christophe sur le pont du ferry a un petit sourire ironique qui signifie « Enfin, Naïma, cesse de faire l'enfant et sors-moi de ce bateau, nous savons tous les deux que ce n'est pas en train d'arriver. » Merci pour cette lecture. Je voulais vous proposer ce passage parce que il dit beaucoup de choses. D'abord, on entend comme ça votre style, votre voix. Il y a la dimension visuelle qui est extrêmement présente dans ce roman. D'ailleurs, ça a participé à construire ces trois générations de personnages. Il y a toujours la vue de l'Algérie, la vue de là où ils sont, et puis finalement la vue qu'on leur attribue de l'Algérie. Il y avait cette chose qui, en fait, ce travail sur les images, sur les images comme étant quelque chose qu'on se fait passer, enfin, qui sont des choses qui sont transmises avec l'idée que la nostalgie et puis les quelques souvenirs répétés vont faire que ces images sont plus vraiment des photographies, mais c'est des petites vignettes qu'on dirait dessinées au pastel, si c'est des photographies, c'est des photographies directement en sépia. Il y a un côté de l'image, qui est tout à fait travaillée par la transmission, qui est plus du tout objective. Et donc on a l'impression que le paysage lui-même a vieilli. Comme si la Kabylie pouvait être sépia, pouvait être vieillotte, pouvait être... et ça, c'est vrai que c'est à la fois quelque chose, que je trouvais intéressant de mettre en œuvre, puisque je travaillais sur la transmission familiale de génération en génération, et puis aussi parce que les archives... Les archives sur lesquelles je travaillais étaient comme ça, étaient extrêmement datées. Il y a aussi une concurrence d'images qui se joue, alors notamment pour Hamid, puis en plus pour Naïma, entre celles qui leur restent ou celles qu'ils ont dans leur tête et celles qu'on leur attribue. Hamid, c'est la période des années 70, donc extrêmement politisée en France, et il a du mal à savoir qui il est pour lui, qui il est par rapport aux autres. Et Naïma, qui ne se sent pas du tout algérienne parce que née en France, on lui colle aussi cette image d'une Algérie. C'était ça aussi qui vous intéressait avec l'identité, cette question de la concurrence des images? Oui, cette idée que en fait, c'est impossible pour les personnages d'arriver vierge face à quelqu'un et de commencer un rapport de personne à personne qui soit réellement libre.
cette impossibilité d'être une page blanche sur laquelle tout et n'importe quoi pourrait être écrit. Cette idée qu'il faut toujours commencer par déconstruire des préjugés, des choses que l'autre imagine sur nous et qui sont pas forcément, le racisme brut que certains peuvent rencontrer, Ali et Hamid notamment, mais aussi simplement dans notre manière de nous habiller, les signes sociaux qu'on renvoie à un interlocuteur vont faire que cet interlocuteur se raconte quelque chose de nous, sur nous, avant même qu'on commence à parler. Ça, c'est quelque chose qui me fascine et m'épuise quand je pense que ça existe dans tous les rapports humains. Et donc évidemment j'ai envie de traiter ça, de placer mes personnages dans ces situations. Et c'est Hamid qui va le réaliser, le plus grand combat pour se réinventer, pour s'arracher à la plupart de ces déterminismes. Et une fois qu'il a fait ça, qu'il a accompli ce travail sur lui-même, qui est immense, il va devoir réaliser que de toute façon, pour une grande partie des gens qu'il a en face de lui, il est toujours l'arabe, quoi que ça veuille dire. Même si c'est un mot qui est pensé avec bienveillance, de toute façon, il est l'arabe, il n'est jamais libre d'être Hamid, d'être lui. Même dans sa plus profonde intimité, puisque à sa compagne, il retarde le temps de la présentation des parents pour plein de raisons, mais notamment pour celle-ci. Non seulement le temps de la présentation des parents, mais même le temps du récit du passé, puisqu'il a extrêmement peur que cette connaissance de sa famille et de son histoire fasse changer le regard de Clarisse sur lui. Et il a cette idée qui n'est probablement pas tout à fait fausse, mais qu'à partir du moment où il y a de la pitié, il ne saurait plus y avoir d'amour sincère, et c'est un risque qu'il ne veut pas prendre. Mais du coup arrive un nouveau dilemme qui est si je tais la plus grande partie de mon passé et même ce présent familial qui continue à exister dans le quartier du Pont-Ferron, dans le but de protéger une histoire d'amour. Quelle est l'histoire d'amour que je protège? Qu'est-ce que c'est qu'une histoire d'amour où l'un des deux arrive totalement tronqué, alors que l'autre arrive avec son passé, ses photos de famille, voilà, quand je décris l'appartement de Hamid et Clarisse, elle a des photos d'elle depuis elle bébé jusqu'à aujourd'hui, ses parents, ses amis, etc. Et Hamid n'a rien, comme s'il était né au moment où il rencontrait Clarisse. Mais c'est pas possible. Et puis sur lui-même, et comme Naïma d'ailleurs après, sur lui-même, il porte malgré lui cette image. C'est ça finalement le roman, cette question de comment peut-on s'approprier sa mémoire et son identité, et quelles en sont les limites. Oui, c'est que... Est-ce qu'on peut choisir de ne pas être déterminé par un passé, par des origines géographiques, quand on porte en permanence un physique qui fait que les gens demandent et toi tu viens d'où, et ton prénom ça vient d'où, tu es arrivé quand en France, d'où viennent tes parents, est-ce que tu parles arabe, et sinon qu'est-ce que tu penses de l'islam aujourd'hui en France. Ça m'est encore arrivé il y a 2 jours, à la fin d'une rencontre comme ça, on m'a demandé mon avis sur la manière dont les médias parlaient de l'islam en France. Un monsieur qui dit oui, j'aimerais avoir votre avis sur le fait quand même dans les médias français on appelle Mahomet le prophète, et je trouve que je suis écrivain. Donc a priori je ne suis pas venue là pour donner mon avis sur la manière dont les médias traitent l'islam, et je prends extrêmement mal le fait que parce que je suis fille d'immigrés vous me demandiez d'avoir une opinion sur l'islam. Je ne suis pas musulmane, voilà, c'est ce truc que Naïma raconte. En plus j'ai quand même l'impression d'avoir écrit sur ça, que être issu d'une immigration maghrébine ne signifie pas qu'on est musulman, que la religion est un choix personnel, et que donc l'athéisme est aussi une possibilité pour les gens issus de l'immigration.
Et je ne sais plus pourquoi je pensais, je suis en train de m'énerver en repensant à ce monsieur, et je ne sais plus pourquoi j'avais commencé cette... On est parti sur la question de l'appropriation de l'identité. Et de l'assignation à résidence, en fait. De l'assignation à résidence par l'autre, par le regard extérieur, mais voilà, qui est un sujet très compliqué. Donc Hamid, lui, va prendre en pleine figure le fait qu'il n'arrivera jamais à contrôler le regard de l'autre, à nettoyer le regard de l'autre de toutes ces scories qui l'enferment. Et Naïma, elle, va réaliser dans la troisième partie que lorsqu'elle prétend qu'elle peut en être totalement libérée, elle se plante, et qu'en fait, peut-être qu'il faudrait qu'elle prenne un peu plus en compte l'idée qu'elle renvoie aussi quelque chose qui s'inscrit dans une histoire plus large que la sienne, et donc voilà, dans une histoire de ce qu'on pourrait appeler, j'en sais rien, afro-descendants, issus d'immigration, tout ça. Outre l'énervement dont vous avez fait part il y a un instant, ce livre, qu'est-ce qu'il a provoqué justement en vous sur ces questions-là, ces questions d'identité, ces questions de mémoire? En fait, et on en parlait au Champ Libre avec Brigitte Giraud il y a un peu plus d'un mois. Ouais. L'écriture permet aussi de s'arrêter et de prendre le temps de penser. Il y a des tas de choses dont j'ai l'impression qu'elles sont importantes pour moi, qu'elles me tracassent, mais qui se contentent un peu de traverser mes pensées, parfois brutalement, suffisamment brutalement pour que je puisse dire ça c'est quelque chose qui est important pour moi, mais que je ne prends pas le temps de penser. Je trouve ça assez compliqué dans une vie contemporaine de s'asseoir quelque part et de se dire je vais prendre 6 heures et je vais réfléchir à ce problème-là. Les dissertes de philo me permettaient ça quand j'étais étudiante, mais maintenant il n'y a que l'écriture. Et donc de passer presque 2 ans à... C'est pas chercher des réponses, parce que la littérature n'est pas du développement personnel, c'est pas un manuel de coaching. Mais par contre, c'est essayer de poser les questions de la manière la plus précise possible, essayer de poser toutes les variantes qui découlent d'une question, et donc au bout du compte, il y a une meilleure compréhension de l'étendue du problème, sinon une réponse ou une solution apportée au problème. Et c'est toujours quelque chose d'extrêmement satisfaisant de se dire qu'on comprend mieux le monde, et qu'il y a qu'on a affiné aussi intellectuellement ces outils pour comprendre une situation. Ça découvre donc dans votre roman. Si juste une question avant les questions du public, je voudrais que vous reveniez sur ce que vous dites tout à l'heure, sur le poème de Bishop. Vous nous expliquez pourquoi est-ce qu'il est important pour vous dans ce roman. Ouais, tout simplement parce qu'il est magnifique. Non, mais il y a comme ça des textes qui, je suppose, à la fois pour leur qualité intrinsèque et par la manière dont on les a rencontrés à un moment précis de notre vie, dans des circonstances qui ont fait qu'on était particulièrement ouvert à cette rencontre-là avec ce texte-là. Donc il y a des textes comme ça qui vont devenir l'expression la plus pure d'un certain sentiment. Et pour moi, le texte de Bishop, que j'ai découvert il y a quelques années, est vraiment celui qui parle le mieux de la perte, mais qu'il s'agisse d'une rupture sentimentale ou d'un deuil ou d'un déménagement subi, violent, etc. À chaque fois que je me retrouve confrontée à une situation comme ça, c'est ce texte-là qui me revient. Et donc j'étais en train d'écrire ce dialogue entre Naïma et Ifrem dans la troisième partie. J'étais en train d'écrire cette phrase qui était « on peut perdre un pays ». Et le poème revenait, mais vraiment comme une mouche qui vient se cogner contre un carreau ou une lampe. Et oui, j'ai réalisé que
si je l'écrivais pas, si je citais pas le poème, je me contenterais de le paraphraser, puisqu'il faisait partie de mon univers mental et littéraire, quand bien même c'était pas du tout un texte de moi, c'était quelque chose qui surgissait dès que moi j'écrivais un des mots apparaissant dans le poème, et donc voilà, je l'ai écrit.